Alors allez, on continue donc dans la philosophie politique, comment se développe la pensée d'un homme de droite, l'enchevêtrement comme ça des idées. Alors on en arrive du coup, après la religion, on en arrive à la notion de hiérarchie. Voilà. Comme je vous ai dit, l'inégalité est partout dans la nature, et il faut qu'elle le soit même du moment qu'on a des critères de valeur. Donc la question de savoir pour un homme de droite, c'est pas... ce qui est important pour un homme de droite, c'est de se demander selon quels critères les hiérarchies doivent se former. Ce n'est pas de vouloir détruire la hiérarchie, parce que, encore une fois, les hiérarchies finissent toujours par renaître. Hein. Même quand on a des idées de gauche, sous le communisme, quand on valorisait certaines valeurs, eh bien, il y avait des oligarques, il y avait des apparatchiks, il y a toujours des hiérarchies. Bon, donc, du moment que l'on part du réel et qu'on se dit que toute société humaine a besoin de hiérarchie, tout ce qui reste à savoir, c'est de se demander quelles valeurs, selon quels critères, on doit établir ces hiérarchies. Et donc là, on va en revenir à l'origine de cette pensée politique, à savoir la communauté est au fondement de tout, donc forcément, ce qui doit être mis en avant en termes de valeurs, qui ensuite induisent des hiérarchies, c'est toutes les valeurs qui permettent précisément la survie et le développement de la communauté. Voilà. Donc, le but de cette communauté, et donc le but de toutes ces valeurs qui créent des hiérarchies, c'est de créer des communautés de destin. Des communautés de destin, dans une harmonie, une hiérarchie qui soit harmonieuse. Ce n'est pas encore une fois l'égalité qui est recherchée, c'est l'inégalité harmonieuse qui fait qu'il y ait effectivement des plus puissants, qu'il y ait des pauvres, des plus riches, qu'il y ait comme ça différentes strates, mais que ces strates se respectent entre elles et qu'elles aillent dans le même sens. Pour vous prendre un exemple, le Moyen-Âge est une société très inégalitaire. Entre un seigneur, un serf, un homme d'église, bref, il y a des différences, bien sûr, très très fortes. Un homme qui vit dans un château fort et un homme qui vit dans sa petite maisonnée avec son champ, les inégalités sont très fortes. Pourtant, il y a une harmonie totale, il y a une communauté de destin dans les communautés du Moyen-Âge. Et même ça a été étudié, j'ai vu ça pour ma conférence sur la chevalerie, c'est incroyable de voir comme chaque individu dans son univers social, même s'il est inégalitaire, eh bien, vit harmonieusement avec l'autre. C'est fou comme par exemple à la naissance d'un héritier, la naissance du prince, la naissance du dauphin, le peuple est extrêmement heureux. C'est fou comme quand il va y avoir un appel aux croisades, justement, tout le peuple, que ce soit des nobles aux petites gens, tous vont aller dans un même élan, dans la même direction. C'est fou, par exemple, que lorsqu'on a voulu construire les cathédrales, tous les corps de métier qui sont pourtant très, très, très inégaux entre eux, les corps de métier, ceux qui pouvaient prêter de l'argent, donner de l'argent même d'ailleurs, donner de l'argent, donc les nobles, les marchands, les artisans, et tout, tous vont se mettre en commun pour fabriquer la même chose. Vous connaissez le mot de Saint-Exupéry dans Citadelle, il dit, si vous voulez créer une civilisation, ne donnez pas une société, ne donnez pas à manger aux hommes, ne distribuez pas les richesses, donnez-leur une tour à construire. Donc ayez un projet en commun. C'est ça qui crée l'harmonie justement d'une société. Donc cette harmonie-là peut être détruite de trois façons. Cette communauté de destin, c'est ça que la droite vise, la communauté de destin. Dans l'inégalité, évidemment, parce qu'elle est naturelle, mais il faut qu'il y ait communauté de destin. Cette communauté de destin peut mourir de trois façons. Un, l'homogénéité, on en a déjà parlé, qui disparaît. Hein. Quand l'homogénéité n'est plus assez forte, eh bien, du coup, les individus se séparent en différentes communautés, la communauté se brise et donc tout s'écroule. Mais aussi, elle peut se briser par le désengagement du supérieur, c'est-à-dire quand les élites, justement, se coupent de cette communauté de destin, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, à savoir des élites qui finissent par ne plus considérer qu'elles appartiennent au peuple, qu'elles sont censées protéger, aider, développer et favoriser. Et donc là, c'est ce que Christopher Lasch a appelé dans un livre « La révolte des élites ». Hein, c'est ce que l'on constate avec les élites globalisées, mondialisées, qui finissent par penser qu'elles appartiennent désormais à une superclasse mondiale qui n'a plus rien à voir avec les racines dont elles viennent, n'a plus rien à voir avec les pays dont elles sont issues. Donc quand il y a ça, il y a effectivement une communauté de destin qui se brise. Et puis la troisième raison de briser une communauté de destin, c'est la trop grande puissance du ressentiment, des sentiments égalitaires, c'est-à-dire de ce qui vient du bas, une trop grande jalousie pour les élites, et donc le développement des idées de gauche en réalité, c'est-à-dire vouloir détruire à tout prix toute hiérarchie, toute autorité, remettre en cause les autorités légitimes, remettre en cause la culture du pays, remettre en cause ce qui nous vient du passé. Donc voilà, trois façons de détruire la belle harmonie et la belle communauté de destin qui est la perfection absolue vers laquelle peut aller une communauté.
le fait de n'être plus homogène, plus assez homogène, le fait que les élites se désengagent du peuple, se révoltent contre le peuple, et le fait que le peuple lui-même, par le ressentiment, par les tendances égalitaires, se met à contester toute l'architecture de la société. Donc ça, c'est les trois façons qui font qu'on brise malheureusement l'harmonie d'une société et le fait qu'elle reste une communauté de destin.